Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplement Autiste. Nous allons parler dans cet épisode de zone de confort, de structuration de la pensée autistique, de randonnée, d'anticipation et de sensorialité. Si tu ne vois pas encore le lien entre tout ça, il n'y a vraiment pas de problème, il va falloir écouter la suite. Comme à mon habitude, cet épisode va s'adresser à tout le monde, quel que soit le domaine, dès lors que vous intéressez un minimum à la structuration de la pensée autistique et en tout cas de la neurodiversité dans son sens le plus large. Petite parenthèse, ce podcast a pour vocation à apporter des éléments de réflexion ou de questionnement pour comprendre la pensée autistique et par extension nos modes de fonctionnement et nos comportements. Car oui, notre sensorialité, le besoin de contexte et d'une manière générale la façon dont fonctionne le traitement de l'information dans notre cerveau influence la plupart de nos comportements. Naturellement, notre environnement va jouer, l'éducation va jouer et le degré, en tout cas la masse d'expérience que l'on a à notre actif et donc par extension notre âge va avoir également une influence. L'épisode d'aujourd'hui va avoir pour titre Sortir de sa zone de confort sous sa forme interrogative. Je parle de la sortie de la zone de confort et lorsque l'on est autiste, cette sortie de sa zone de confort est un non-sens. Bah ouais. Le principe de la sortie de zone de confort que l'on voit beaucoup trop parmi les coachs en bien-être et pas mal de livres, beaucoup trop de livres et surtout sur beaucoup de profils LinkedIn, ouais, vraiment beaucoup trop en fait, n'est pas à appliquer aux autistes. Et là, c'est au risque de créer, plus de problèmes que de progression. Ça dépend de l'objectif initial, de cette sortie de zone de confort. Ou au mieux, ça va priver de plaisir, d'une nouvelle expérience. Plus encore, ça va consommer beaucoup trop d'énergie et risquer de poser des problèmes sur les activités qui auront lieu après. Et ça va être indistinctement de nos capacités cognitives et de notre âge. Même si là, je m'adresse vraiment beaucoup plus aux adultes. Une petite précision s'impose avant de continuer. Dans cet épisode, je vais surtout évoquer de l'anticipation, de la structuration de pensée autistique et de l'élargissement de zones de confort. Ça ne va pas se reporter directement à des enfants ou à des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Pour un enfant, la réponse est simple, anticiper et prévoir la suite, c'est le boulot des parents. Pour une personne avec déficience intellectuelle, il faut reporter ça à ses capacités cognitives, ni plus ni moins, et c'est complètement normal. Chez les personnes autistes, en considérant ça autre que avec son trouble de déficit de l'attention, il va y avoir une véritable nécessité d'anticipation, c'est-à-dire de prévoir et de structurer. Tout ou presque. Ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de son expérience et de l'activité qui va être concernée. Ce besoin d'anticipation est donc de prendre en considération tous les éléments du contexte, de savoir par exemple pour un lieu où on va, qu'est-ce qui va s'y passer, comment on s'y rend, qu'est-ce que cela implique si jamais ça ne se passe pas correctement, y compris en matière de retard, etc., etc. Bref, on structure et on anticipe. Ce besoin d'anticipation n'est pas un caprice, c'est pas de la rigidité, c'est une véritable nécessité. Pourquoi? Parce qu'il va falloir gérer les imprévus, et ça dans son sens le plus large. Le stress que ça va engendrer, l'énergie que ça va consommer, éventuellement la mauvaise gestion des stimulus, les implications liées à cet imprévu, et potentiellement l'effondrement ou la crise qui va s'y rapporter. Et ça, ce serait dommage, et il vaut mieux l'éviter, parce que ça reste inutile, ça reste très énergivore, ça reste très culpabilisant, c'est pas ouf. Lorsque l'on est autiste, lorsque l'on est en plus TDAH, il y a souvent des comorbidités qui sont associées, tout un tas de petits troubles qui sont livrés avec le pack. Et ouais, ça c'est fréquent, ça c'est normal, et souvent dans ces cas-là, il va y avoir une surcouche d'un trouble anxieux, soit qui va venir de l'expérience passée de la personne, soit qui va être de toute façon déjà présent. Un taux de stress qui va être beaucoup plus important que ce qui est établi comme étant la norme, et on doit vivre avec. Personnellement, j'ai un trouble anxieux et je vis avec. La plupart du temps, j'arrive à dépasser un petit peu ça ou en tout cas à le mettre en arrière-plan, mais c'est là, quoi qu'on fasse, c'est présent, on vit avec. Mais dans ces cas-là, mieux vaut anticiper parce que gérer un imprévu, ça reste quand même très énergivore, beaucoup trop énergivore et inutilement énergivore. Le problème d'un trouble anxieux, le problème de ne pas anticiper, c'est que lorsqu'il y a un imprévu ou quelque chose qui va mal se passer, ou en tout cas quelque chose qui ne pourra pas être correctement anticipé, ça va créer un stress. Ce stress n'est pas utile et peut biaiser tout le plaisir qui va être lié à cette expérience et voire même être traumatisant. S'il y a une mauvaise expérience, on va souvent avoir peur de la reproduire
au risque de mal réagir, au risque de faire une crise, au risque de culpabiliser, et rien que l'anticipation de ce mal-être peut déjà être problématique. Et donc si on est obligé d'être en autonomie sur une expérience qu'on sait va être mauvaise, ou qu'en tout cas on redoute va être mauvaise parce que la précédente l'a été, bah là ce sera, pas ouf. L'anticipation va être une parade à ça, va permettre de justement prévoir tout ce qui va se passer, de structurer nos réactions, de pouvoir masquer correctement si nécessaire et de savoir qu'est-ce qui va se passer au cas où. Au cas où ça se passe pas comme on a prévu, au cas où on est en retard, au cas où il y a du retard, au cas où il y a une implication qui peut avoir, une répercussion sur la journée et cetera et cetera. Bref, la liste est non exhaustive et elle est peut-être même sans limite. Ouais, clairement. Si on ne sort pas de notre zone de confort, OK, c'est pas un souci. Mais, concrètement, on fait quoi? Ben, en fait, le mieux, ça va être d'en pousser les limites. Ouais, on va créer notre zone de confort et puis on va écarter un petit peu les frontières de cette zone de confort, créer une bulle plus grande, créer, une plus grande, bulle d'expérience. Ouais, on va le dire comme ça me semble beaucoup plus simple. C'est, justement l'accumulation d'expériences qui va nous permettre d'aborder des nouvelles expériences. D'aborder justement en changeant des paramètres de temps en temps. Les nouvelles expériences vont être anticipées. On va prévoir les au cas où, on va par exemple vérifier une nouvelle zone, vérifier un itinéraire, prévoir notre sac pour pallier à la soif, à la faim, au cas où on a besoin de se moucher, le casque, des masques et cetera. Bref, le sac d'un autiste, ça reste quand même globalement très complet. Limite, on pourrait avoir un sac de randonnée juste pour aller faire les courses et je suis certain que ça fera réagir beaucoup de personnes. Donc, afin de ne pas m'égarer, pour pouvoir pousser les limites de sa zone de confort, soit on va faire des nouvelles expériences mais que l'on va anticiper, seul ou en étant accompagné, et c'est quand même mieux d'être accompagné pour une nouvelle expérience, surtout quand il y a beaucoup d'inconnus, mais dans le pire des cas, on anticipe au mieux. Soit on va faire des choses que l'on a l'habitude de faire, mais en changeant certains paramètres, comme ce que je fais pour la randonnée, avec des nouveaux lieux et le même matériel, avec des endroits qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait dans le même endroit. C'est nouveau, c'est quand même à anticiper, ça peut quand même créer un certain stress, mais on a déjà changé certains paramètres et par extension, on élargit notre zone de confort. Car plus on va avancer en expérience, plus on va justement accumuler des expériences dans, ce que l'on fait au quotidien, bah, plus forcément on va élargir notre zone de confort et c'est pareil, par exemple, même pour le milieu médical et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle quand on a l'habitude, d'aller au niveau des hôpitaux, chez les médecins et cetera et qu'on gère les rendez-vous à peu près en autonomie et ça, c'est une autre parenthèse, une autre histoire et justement, c'est ce que je fais avec la randonnée et la randonnée, j'y viens à la fin. Pour le coup, de mon côté, en matière d'anticipation, bah, qu'est-ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce que je fais tout le temps? Bah, justement, j'anticipe et je prévois tout, tout le temps et je le fais naturellement. Mon cerveau va le faire en constant. Est-ce que par extension, j'ai une charge cognitive qui va être élevée? Oui, 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 clairement, sans aucun doute. Mais par contre, le niveau de structuration, de tout va être très élevé. Même au niveau professionnel, bah, mais ça par contre, c'est quand le TDAH il dort. Parce que quand le TDAH il est là et qu'il surexcite et que j'ai beaucoup d'hyperactivité, ou que ça ne m'intéresse pas, là, la structuration, elle doit être bordée, mais c'est pas la meilleure qui existe au monde. Donc quand le TDAH dort ou que c'est que quelque chose qui va m'intéresser, là, oui, je peux, structurer de manière autistique, donc de manière, parfaite. Ouais, ouais, clairement et ça, au niveau professionnel, je suis certain que beaucoup l'ont remarqué. Lorsque vous avez une personne autiste qui va créer, par exemple, un dossier, qui va parler d'un projet sur un sujet qui l'intéresse, vous allez voir que la structuration va être, en général saluée par l'ensemble de l'équipe, saluée par toutes les personnes qui sont présentes pour le projet en question et ça, c'est normal chez les personnes autistes. Je ferme ma petite parenthèse, mais c'est à retenir dans un coin. Mais justement, est-ce que cette structuration, est-ce que toute cette anticipation-là va, biaiser le plaisir? Eh ben non, parce que justement, on va retirer du stress et donc le plaisir, il va être là. On va avoir de la dopamine, on va avoir tout un tas de trucs très, très bien et on va garder notre plaisir et accumuler de l'expérience pour pouvoir justement aller de plus en plus en avant lorsque l'on fait de nouvelles choses. Mais de mon côté, dans ma propre expérience, justement, en matière de gestion des imprévus, bah, en fait, il y a
Une partie des imprévus, on va croire que c'est de l'imprévu de manière extérieure, mais c'est pas un véritable imprévu. J'aurais déjà anticipé des plans B, des plans C, des plans D, des plans Z, bref, beaucoup de possibilités pour me laisser une certaine marge de manœuvre souple, flexible, en matière de pseudo-imprévus. Comment ça se passe s'il y a un retard? Comment ça se passe s'il y a des bouchons? Comment ça se passe si le trajet n'est pas le bon? Ça va quand même accumuler de la fatigue. Parfois un peu de frustration, mais c'est pas forcément grave. Ça nous permet justement de gérer des pseudo-imprévus. Mais, ça, c'est ces imprévus-là, s'il n'y a pas de conséquences. Pour un véritable imprévu, s'il n'y a pas de conséquences, ça va pas vraiment être un problème. Il y aura de la frustration, il y aura sûrement un léger stress, mais qui dans une journée classique peut être très bien géré, peut être très bien absorbé par, le cerveau, par les capacités cognitives, en tout cas en ce qui me concerne. Mais par contre, si les imprévus en question ont des conséquences et ont parfois des conséquences qui vont être très problématiques, bah là, je vous renvoie à l'épisode, 7, je crois, où je raconte une crise autistique que je décris comme étant d'une banalité infligeante. Et là, je décris précisément ce qu'il se passe suite à un imprévu que je n'ai pas pu gérer. Car les véritables imprévus, bah, je les gère pas très bien. Et ça, faut être réaliste là-dessus, je les gère pas très bien et ma seule parade à ça, ça va être l'anticipation. Mais je garde du plaisir, d'une manière générale, dans la vie. Et le TDAH. Ah, le TDAH dans tout ça. Bah oui, quand il dort pas, quand il s'exprime, dans les périodes où j'ai l'impression que justement cet aspect de moi va avoir le dessus sur ma structuration de pensée autistique, et on le voit très bien dans mes tiroirs de vêtements, c'est lui qui gère le rangement des vêtements. Heu, Par contre, mon TDAH va avoir un certain intérêt pour le développement de mes besoins d'exploration, de nouvelles expériences, de stimulation à ce niveau-là. La recherche de la dopamine, dopamine, dopamine. C'est parfois un peu épuisant, mais par contre, c'est toujours sous le management du moi autiste. Vous voyez, comme s'il y avait les petits bonhommes dans la tête. Il y a le TDAH qui se surexcite partout et qui se dit en tous les sens, ou qui s'hyperfocus, ça va dépendre. Et par contre, il y a le management de l'autiste derrière qui va tout structurer. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Et on y vient à la randonnée. Oui, parce que la randonnée, ou en tout cas cette activité que j'ai l'habitude de pratiquer, soit en une journée, soit en général sur 2 jours, j'ai pas encore tenté plus, c'est pour moi l'analogie la plus pertinente pour parler de zone de confort, pour parler d'élargissement de ma zone de confort et d'anticipation car cette activité va tout regrouper. C'est une activité très plaisante pour moi, qui génère beaucoup de plaisir, beaucoup d'activités et qui va même contenter mon TDAH parce que l'activité sportive va quand même générer beaucoup d'autres choses, me dépenser, générer de la dopamine, etc., etc. Toutes mes expériences en matière de randonnée n'ont pas forcément été bonnes. Et là, j'ai été content de pouvoir éventuellement m'isoler dans un coin ou en tout cas d'être en pleine nature parce que l'avantage d'être en pleine nature, c'est que j'arrive quand même à me poser et à reprendre sur moi, à reprendre l'énergie, bref, comme si j'étais isolé dans ma chambre. Je me sens bien et ça, c'est l'énorme avantage. Pour parler de la randonnée, ça me semble quand même assez important de faire une toute petite parenthèse sur l'aspect sensoriel de l'activité de la randonnée. Car oui, l'aspect sensoriel est très présent. Lorsque l'on est en forêt, tous les sens sont stimulés et lorsque l'on fait de la randonnée, bah, encore plus. Lorsque l'on est en pleine nature, on va avoir le goût, on va avoir l'odorat, on va avoir, l'ouïe, on va avoir notre vision, on va avoir le toucher, si on a l'habitude de laisser se balader les mains sur les plantes, de toucher les écorces, de toucher les pierres et cetera. Le goût, bon, ça va être plutôt le pique-nique. Ouais. Ouais, clairement, plutôt le pique-nique. Mais tout le reste, ça va être de percevoir la nature, de percevoir tous les détails qui vont nous entourer sur notre chemin, les animaux, les champignons, les plantes, tout ce que l'on peut observer. Et moi qui suis dingue de sciences naturelles, c'est un véritable bonheur de pouvoir me balader en pleine nature et d'observer tout ce qui s'y passe. Le moindre mouvement, la moindre interaction est un véritable plaisir. En matière, sportive, justement, l'avantage de la randonnée, c'est que ça va clairement stimuler la proprioception et le vestibulaire. Proprioception parce que, bah, justement, on va sentir notre corps dans l'espace, on va se déplacer pour le vestibulaire, bref, tous les aspects d'activité, d'équilibre et cetera vont être stimulés et c'est encore plus le cas quand je vais faire un bivouac et que j'ai un sac de 12 à 15 kilos sur le dos parce que ouais, faut tout prévoir, surtout en hiver, lorsqu'il va faire vraiment très, très froid. Là, le matériel est vraiment très lourd et le vestibulaire, la proprioception sont très, très, très stimulés parce que il faut pouvoir les porter et se balader avec et surtout grimper avec. Mais en tout cas, pour la randonnée, justement, ça s'est fait par étapes d'anticipation parce qu'il a fallu
s'habituer, il a fallu prendre de l'expérience dans la matière, surtout lorsque j'emmenais des personnes avec moi. Car oui, lorsque l'on est responsable de personnes que l'on emmène en forêt et surtout en bivouac, il faut clairement anticiper notre propre sécurité et surtout la sécurité de la personne qui nous accompagne. Plus encore quand cette personne est mineure, parce qu'il arrive quelque chose à la personne mineure, bah, ça n'a pas les mêmes conséquences pénales. Hem, d'une manière générale, dans les endroits, où je vais en randonnée, je les connais, ou en tout cas, je les ai vus en photo. J'ai l'énorme avantage, je dirais privilège, d'habiter entre les Vosges et la forêt noire, bref, en plaine d'Alsace. Lorsque je vais en randonnée, je suis la plupart du temps à 20 entre 25 et 45 minutes de chez moi en voiture. C'est très, très pratique, ça me permet d'explorer de beaux endroits, de grands endroits, pardon, d'y prendre beaucoup de plaisir, mais quand même de garder ce filet de sécurité si jamais il se passe un problème. Si jamais il se passe un problème, hem, en fonction de là où j'ai été faire un bivouac. Si je suis loin de la voiture, si j'en suis pas trop loin, mais il y a toujours des au cas où de prévus à ce niveau-là. Justement, lorsque je prépare une randonnée, je vais voir le trajet, je vais m'imprimer le trajet, je vais regarder les maps, je vais regarder la météo pour prévoir le matériel à anticiper, donc tout ce qui se passe si jamais il pleut, s'il neige, s'il y a du vent, s'il fait froid, surtout s'il fait froid. Et c'est encore plus important quand je vais bivouaquer. Lorsque je fais la randonnée à la journée, on peut se prévoir une certaine marge d'imprévus. Vu qu'on rentre chez soi après, que le trajet n'est pas forcément très long, c'est pas très grave si on est un peu mouillé, c'est pas très grave si on a froid, ça donne encore plus de plaisir quand on est un petit peu humide et qu'on arrive chez soi et qu'on se met devant le poêle à bois. Avec le feu, la tasse de thé, le plaid, le canapé, le dessin animé sur son ordi. Là, c'est la grosse récompense d'après. Mais lorsque je vais en randonnée, justement, je vais fréquemment dans les mêmes endroits. Et c'est là que se fait l'avantage d'une nouvelle expérience à ce niveau-là. L'été dernier, enfin cet été d'ailleurs, on est toujours en 2023, j'ai été faire une randonnée beaucoup plus longue, la plus longue randonnée que j'ai fait jusque-là, donc 31 kilomètres autour du lac de Pierre-Percé. Là, j'étais plus loin de chez moi, je partais sur 2 jours et j'allais beaucoup marcher. J'allais faire cette expérience-là, alors qu'il faisait chaud en même temps, mais j'avais prévu le matériel adéquat, la quantité d'eau adéquate, j'avais pris un filtre à eau en plus, j'avais le mapping, c'était très bien indiqué et c'était une très bonne expérience et ça, c'était vraiment super, mais c'était une très bonne expérience parce qu'elle était anticipée. J'étais véritablement épuisé parce que rien que la première journée, j'ai fait 24 kilomètres avec 15 kilos sur le dos, mais cette première expérience était bonne parce que justement, elle était anticipée. Donc élargissement de la zone de confort parce que vu que ça a été une bonne expérience, je me dis: «Tiens, je pourrais reproduire ça à tel endroit ou revenir dans cette zone, mais dans une configuration différente» et cetera et cetera. L'avantage, c'est que à force de faire des petites randonnées ou des petits bivouacs proches de chez moi, j'ai fini par apprendre à faire mon sac, apprendre à savoir quel matériel était à ne pas oublier ou quel était le matériel que je devais prendre et optimiser. Et petit à petit, j'ai tout optimisé en matière de poids, en matière de volume, en matière de au cas où, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas. Bref, j'ai pris plein de petits réflexes qui forment mon expérience et qui me permettent de rester dans ma zone de confort en constant. Même quand j'ai été faire ces 31 kilomètres autour du lac, je ne suis pas sorti de ma zone de confort. J'ai appréhendé tout ce que je savais déjà, je l'ai utilisé et j'ai changé quelques paramètres, notamment la distance parcourue et le lieu, pour pouvoir me créer une nouvelle expérience tout en restant dans ma zone de confort. Et ça change radicalement les choses, puisque jamais je n'aurais pu réaliser une expérience complètement imprévue. Si et ça aurait été complètement dangereux. On croise fréquemment des personnes, lorsqu'on est en randonnée, beaucoup trop souvent, qui vont avoir des chaussures de ville, qui vont avoir des petites ballerines alors qu'il y a 1 mètre de neige. Oui, ça arrive souvent. Et après, on voit des faits divers où il y a des personnes qui n'anticipent rien, qui vont se faire des randonnées, notamment dans le froid ou dans la pluie, et ça se passe mal. Donc je suis content d'avoir cette capacité, ou en tout cas cette obligation d'anticipation pour mon activité sportive. Oui, c'est très plaisant. D'ailleurs, à propos de randonnée, c'est une chose très amusante. Il y a pas très longtemps, je faisais une crise d'angoisse. Bon, cet aspect-là est pas très amusant, je vous l'accorde, c'est pas grave. Mais la seule
idée que j'avais en tête, c'était d'aller dormir en pleine forêt, dans ma tente. Cet espace confiné, avec mon sac de couchage, dans un endroit que j'apprécie, dans ma tente, toute petite, justement confinée, qui fait cocon, m'a aidé à pouvoir descendre en matière d'anxiété et reprendre sur moi et sortir de ma crise d'angoisse. Et ça m'a fait beaucoup rire après coup. La crise elle-même, pas trop, mais ça m'a fait beaucoup rire et je trouve ça assez amusant. J'ai pris tellement d'expérience à ce niveau-là, sachant que je n'étais que d'expérience nouvelle en expérience nouvelle, maîtrisée et compensée par l'anticipation, que j'en suis venu à me reporter là-dessus dès que je commence à avoir du stress. Ça m'arrive régulièrement d'avoir juste envie de partir en randonnée pour juste aller dormir en forêt un soir. Ça me fait beaucoup de bien, mais ça a été fait avec l'accumulation d'expérience et d'expériences plaisir ou de compensation de celles qui se passaient mal. J'avais évoqué d'ailleurs une expérience qui s'était mal passée en randonnée et c'était la pire expérience ever, pour un autiste ou même pour un neurotypique d'ailleurs. J'étais allé à mon premier bivouac solitaire, en haut sur un point culminant, sur un rocher que j'aimais beaucoup et la soirée s'annonçait correctement. Énormément de mouches sur l'allée, ça en était insupportable, mais une fois la nuit tombée, c'est passé. J'étais posé tranquillement sur ce rocher le soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'hélicoptère de la protection civile pardon, qui a décidé d'aller faire un exercice pile là où je me trouvais. Le problème, cet hélicoptère ne m'avait pas vu au début. Et vu qu'il ne m'avait pas vu, il a commencé à descendre. Il s'est trouvé à environ 2 mètres au-dessus de moi. J'avais mon trépied, j'avais un objectif avec mon téléphone pour prendre des belles photos du ciel. Tout a été détruit. Tout est tombé du rocher, est tombé dans les crevasses et objectif cassé, trépied cassé, j'étais vraiment pas content. L'hélicoptère, c'était fascinant, mais par contre, ça m'a placé direct en surcharge sensorielle. Il est descendu et ils sont restés 45 minutes à faire des allers-retours, des montées et des descentes parce qu'ils avaient décidé de faire un exercice d'entraînement là où se trouvait sûrement l'autiste qui avait décidé de faire son premier bivouac solo dans toutes les Vosges alsaciennes. J'en suis persuadé. Genre, c'est dans ces moments-là qu'on se dit l'univers me déteste. Juste après ce moment-là, où j'étais allé vers ma tente parce que le personnel de la protection civile m'avait ramené à ma tente pour que je puisse m'isoler un petit peu, j'avais commencé à redescendre en surcharge et eu envie de sortir de ma tente. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Un groupe d'environ une quinzaine, vingtaine de personnes largement à la retraite, bravo à elles d'ailleurs, parce que j'étais à 1000 mètres d'altitude et il fallait vraiment monter, sont venus se poser sur ce rocher, à faire beaucoup de bruit, à picoler et à observer les étoiles avec des lampes. Expliquez-moi à un moment donné comment on peut observer des étoiles avec des lampes. Peu importe, mais à faire beaucoup de bruit. Donc hop, resurcharge, mauvaise expérience, et ils sont partis à 1h30 du matin. J'ai pu à ce moment-là aller profiter doucement du ciel et de la pluie d'étoiles filantes une fois ces personnes parties, ou en tout cas une demi-heure après qu'elles soient parties. C'était pas une très bonne expérience. D'ailleurs, en pleine nuit, j'ai été réveillé par un message qui me disait: «Les Vosges sont interdites désormais à cause de la sécheresse, redescends». Donc je ne pu redescendre que le matin très tôt et c'était pas une bonne expérience. C'était vraiment pas une bonne expérience. Traumatisant? Mmh, pas vraiment, vu que j'ai pu continuer, j'ai pu recommencer, mais c'était vraiment pas une bonne expérience. Et là, c'était pas du tout anticipable. J'ai évité la crise de très peu et je pense que mon cerveau, à ce moment-là, s'était placé en mode urgence, vu que j'étais tout seul, que j'étais dans les Vosges et que j'avais pas moyen d'appeler quelqu'un pour pouvoir, m'aider si jamais je faisais une crise. Ça aurait pas été une bonne chose, tiens, d'ailleurs. Peu importe. Hem, dans tous les cas, cet ensemble de difficultés et de progrès m'ont permis de prendre des réflexes. Qu'est-ce qui est à faire? Qu'est-ce qui n'est pas à faire? Qu'est-ce qui est à renouveler et à améliorer? Et qu'est-ce qui est à supprimer et à éviter en constant? Et là, j'en reviens. On est vraiment dans cette idée d'élargissement de sa zone de confort et pas de sortir. Sortir de sa zone de confort lorsque l'on est autiste crée une rupture dans ce besoin d'anticipation, dans ce besoin de structuration, va augmenter le stress, va augmenter l'anxiété, va augmenter le coût des stimulations sensorielles et par extension des surcharges sensorielles, voire cognitives, bref, va provoquer des effondrements, des épuisements, une liste énorme de choses qui vont pas être positives. Moi, ce que j'ai fait en matière de randonnée, pour me reporter vraiment à ça, c'est que j'ai appris, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire mon sac, à repérer des lieux, à appréhender des nouveaux lieux. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qu'il faut mieux éviter? Comment faire?
Est-ce que j'y dors? Est-ce que j'y dors pas? Comment je gère l'alimentation? Et toutes ces petites choses, toutes ces petites expériences, justement, m'ont permis d'accumuler de l'expérience et d'élargir ma zone de confort, d'optimiser certains aspects, de renforcer d'autres, d'optimiser l'alimentation, de renforcer le couchage, de renforcer l'abri. Bon, certes, avec l'acquisition du matériel d'un côté, mais surtout avec l'acquisition de l'expérience de l'autre. Car lorsque l'on fouille les blogs de randonnée, on trouve pas beaucoup d'informations qui vont pouvoir être transposables aux autistes. Ça parle de beauté, ça parle de zone de confort, ça parle de performance sportive, mais ça décrit pas trop certains aspects, sportifs selon le prisme autistique. Ça, ce serait peut-être une bonne idée à étudier, mais pas tout seul. Bref, cet ensemble de choses, cet ensemble d'expériences nous fait prendre des réflexes et plus encore nous fait prendre des habitudes. Et par extension, on va avoir des habitudes liées à certains moments de l'année, par exemple les fêtes de fin d'année, les vacances de Noël, enfin les vacances de Noël, les vacances d'été, le printemps, le changement de saison, et cetera, et cetera. Nous faire prendre des habitudes qui vont être liées à certains moments. Le besoin d'anticipation est une nécessité et ça, on le dira jamais assez. Et sortir de sa zone de confort, c'est non. Élargir de sa zone de confort, oui. Et lorsque vous avez des enfants, pour terminer là-dessus, qui vont être autistes, TDAH, bref, avec des besoins spécifiques, faites preuve de pédagogie, faites preuve d'anticipation, prévenez, expliquez. Ne soyez pas avare à ce niveau-là dans la communication. Une compensation qui va se faire à ce niveau-là, ça va être la communication. Et il n'y a pas de secret. Il faut s'adapter, un petit peu en fait. C'est pas uniquement aux personnes autistes de s'adapter et je terminerai là-dessus. Retenez bien que, la randonnée m'a aidé à ce niveau-là et qu'elle m'a permis d'élargir. C'est intéressant et lorsque vous réfléchissez à vos vies ou aux vies de personnes autistes qui vous entourent, ou vous considérez que l'autisme va être très compensé ou léger, pensez un petit peu à toutes ces petites habitudes d'anticipation que l'on va avoir. Et là, vous arriverez à raccrocher les wagons et à comprendre beaucoup de choses liées à nos comportements. Et ça, ce serait cool. Voilà, voilà. J'irai pas plus loin et je vous prierai de retenir tout ça. Mmh. Rejoignez-moi sur TikTok, partagez mes podcasts, ça me fait toujours plaisir, réagissez, interagissez et profitez, tout simplement.